Le Memorial Act a donc été inauguré aujourd'hui par François Hollande. L'événement vous était proposé en direct sur Martinique Première ce matin. Inauguration en grande pompe, les présidents maliens et sénégalais, quelques 1200 personnes au total. Retour sur cette matinée avec Gaël Mallet. Le geste est symbolique. Il est 10h04. François Hollande vient d'écrire une nouvelle page dans l'histoire du 10 mai. Il inaugure le Memorial Act, le centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. À ses côtés, l'un des acteurs essentiels du projet, Victorin Lurel, le président de région, mais aussi les 4 ministres présents et Jacques Bangou, l'édile de la commune. Un bout du ruban sera remis à un petit garçon, une image symbolique. Le chef de l'État est arrivé quelques minutes plus tôt sur le site du Memorial Act, situé à l'emplacement de l'ancienne usine de Darboussier. Accueilli par les autorités, un accueil protocolaire mais chaleureux, au son des conques de l'ambi et des rythmes du gros K. Musique opérée par 7 tambouillés du groupe Convoi K, 7 comme les 7 rythmes de cette musique. Un clin d'œil à la tradition appréciée par le chef de l'État et sa délégation. Je trouve que c'était une bonne occasion de rassembler la Caraïbe. Parce que pour moi, c'est ce qui est essentiel, c'est la Caraïbe. Bon, l'Afrique, c'est vrai, c'est le souvenir. L'Europe, c'est le souvenir aussi. Mais la Caraïbe, c'est l'avenir. Moi, jeune de Guadeloupe, je me retrouvais aux côtés du président de Macky Sall, du président Ibeka, de voir que le président de la République était présent pour parler de ce moment, de cet événement du Memorial Act, qui est un monument d'histoire. C'est un pied dans l'avenir pour nous. Les gens n'ont pas encore évacué cette petite bête-là qui était en nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le début d'un système qui fait la réconciliation est possible. L'autre temps fort, les premiers pas du président dans l'enceinte du bâtiment et la rencontre avec Pascal Berthelot et Fabien Doré, 2 des architectes concepteurs du bâtiment historique. Dans le patio central, l'arbre métallique, le poteau mi-temps, symbole du Memorial Act, accueille les visiteurs, l'image de la résistance. Voilà, un reportage de Christelle Théophile de Guadeloupe Première. Et durant son discours lors de cette inauguration, François Hollande a annoncé que la France s'acquitterait de sa dette envers Haïti. Écoutez-le. A-t-on suffisamment souligné que quand l'abolition fut acquise, la question de l'indemnisation prit des proportions et surtout une orientation particulièrement surprenante, puisqu'elle était réclamée à corps et à cri non pas par les anciens esclaves, mais par les anciens maîtres, qui exigeaient d'être dédommagés pour la perte de la force de travail qu'ils avaient comptabilisée dans leurs écritures comme la valeur de leur cheptel. C'est sous la monarchie Charles X, 1825, qui réclama même à la jeune République d'Haïti une indemnisation d'État de 150 millions de francs or, afin d'indemniser les anciens colons qui le réclameraient. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Une annonce a priori forte donc et qui a rapidement suscité beaucoup d'espoir. Sauf que l'entourage de François Hollande a très vite précisé qu'aucune indemnisation financière n'était au programme. Il s'agit bien d'une dette morale. Je vous propose de faire le point avec Laurence Théatin par téléphone. Elle suit le président durant son déplacement. Écoutez. Cette phrase de François Hollande a prêté à confusion dans la mesure où il l'a dit en évoquant la rançon payée par Haïti à la France pour son indépendance, rançon de 150 millions de francs or, dont le remboursement est réclamé par des associations. Alors il ne s'agissait pas d'un acquittement d'ordre financier selon l'Élysée, mais il a dit cette phrase dans l'esprit d'une dette morale. Il s'agit, selon l'Élysée, de transformer cette dette en une créance sur l'avenir en apportant aux Haïtiens un soutien en matière d'éducation. Les Haïtiens qui ont besoin de formation de leurs enseignants, selon l'Élysée. Et donc, il s'agit de donner aux Haïtiens les moyens de scolariser leurs élèves. Et par ailleurs, les membres du Comité international du peuple noir ont tenu parole. Ils n'ont pas assisté à l'inauguration du Memorial Act.
Pas un boycott, selon son président, mais un refus, je cite, de cautionner le discours d'un président qui ne demande pas pardon au nom de tous les Français ou descendants d'esclaves. Par ailleurs, le MIR, qui s'associe à l'action du CIPN, réclame la restitution des biens volés aux esclaves de la Caraïbe afin de les conserver au Memorial Act, justement. Dominique Legros, Patrice Château-Degas. Une inauguration en grande pompe avec cependant un bémol. Les instigateurs du projet Memorial Act sont absents. Les membres du CIPN, le Comité international du peuple noir, refusent de participer à ce qu'ils considèrent comme un affront. Nous inaugurons le Memorial Act, le premier centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Ce projet que le comité a initié il y a quelques années devait être la mémoire d'un épisode tragique de l'histoire des peuples caribéens. Aujourd'hui, ils s'insurgent contre les différents discours du président de la République. La réparation et le pardon, qui sont leurs principales revendications, sont occultés. Nous n'avons pas tenu à être caution de ce qu'il allait dire. Et d'après les premiers échos que nous avons, qui viennent de TFE ou bien de LCI en France, il n'a pas l'intention de demander pardon. Qu'il profite de la décennie dédiée aux descendants d'Africains, qui est mise en place par l'ONU pour la période 2015 à 2024, pour qu'il demande pardon au nom du peuple français pour la déportation, l'esclavage et la colonisation, qui reconnaissent l'existence en Guadeloupe d'un peuple guadeloupéen et non pas d'une population, et enfin qui reconnaissent notre droit à réparation, ce qui est fondamental. L'Ukrainette précise que toutes ces demandes sont adressées au président de la République dans une lettre ouverte. Une réparation qui, comme nous le savons, est également au cœur de toutes les revendications du MIR. Garça Malsa, qui est aussi membre du CIPN, s'associe à cette action. Tous les vestiges, sans exception, de cette période douloureuse doivent, selon lui, être préservés dans ce musée. Nous voudrions demander avec exigence qu'à partir du moment où ce lieu de mémoire existe, que tout ce qui a été volé dans le pays, Guadeloupe, Guyane, Martinique, spécialement, et dans la Caraïbe, soit restitué à ces peuples-là. Et nous avons maintenant un lieu pour recevoir tous ces objets volés. Le CIPN vient de déposer plainte contre l'État. Par ailleurs, l'organisation politique Ambition Guadeloupe dénonce des excès de dépenses publiques. Le coût de l'inauguration et de la communication du Memorial Act s'élèverait à plus de 8 millions d'euros. Un marché passé sans appel d'offres, selon Ambition Guadeloupe. Un audit sur le financement du Memorial Act est en cours, mais ça, c'est une autre polémique. Et dans le même temps, les 20 pays membres de la communauté caribéenne demandent aussi réparation pour l'esclavage, mais auprès de la Grande-Bretagne. L'organisation régionale a dressé une liste de 10 demandes. Et si l'Angleterre n'y répond pas favorablement, la CARICOM promet de porter l'affaire devant la Cour pénale internationale. Caroline Popovic, Thierry Maisonneuve. Depuis des années, à l'Université de West Indies, les historiens étudient les conséquences de l'esclavage sur les sociétés de la Caraïbe. Hilary Beckles, le doyen du campus de Cave Hill à Barbade, a écrit plusieurs livres sur l'histoire de la région. Et il a prouvé que l'esclavage est la cause du taux élevé de pauvreté dans la région, de l'absence de développement et des problèmes psychiques et physiques dont souffre la population. Beaucoup de gouvernements aujourd'hui sont face à une tâche monumentale pour développer leurs pays respectifs. Ils sont tous confrontés aux ruines et aux vestiges de la colonisation. Dans l'espace de 30 ou de 40 ans depuis l'indépendance, les gouvernements caribéens n'ont jamais pu réaliser l'objectif de créer des sociétés modernes. Mais ils ont essayé avec de la bonne volonté, avec de l'optimisme, mais à la fin, c'était un échec. La CARICOM a nommé Hilary Beckles à la présidence du comité de réparation. Le comité a formulé 10 demandes que l'Angleterre devra prendre en considération. Parmi ces demandes, la Grande-Bretagne doit formellement présenter des excuses pour le crime de l'esclavage. La dette des pays membres de la CARICOM doit être effacée. L'Angleterre doit construire des écoles et des centres de haute technologie, ainsi que des musées et des institutions culturelles dédiées à l'esclavage.
L'Angleterre doit financer le rapatriement en Afrique des descendants des esclaves et mettre en place un programme de réhabilitation psychologique, car les Caribéens portent encore les séquelles de l'esclavage. Il faut construire des hôpitaux, car l'esclavage a atteint la santé physique des Caribéens qui affichent le taux le plus élevé au monde de diabète, d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Les discussions sur les réparations est en retard et notre comité a été créé pour qu'on puisse démarrer ces discussions dans une perspective de développement pour construire notre avenir. Au sein de la CARICOM, il y a des anciennes colonies de l'Angleterre, du Pays-Bas et de la France, et ce sont ces pays avec lesquels on veut discuter en premier. Pour l'heure, l'Angleterre refuse d'examiner la question des réparations et la CARICOM sait que le dossier risque de prendre plusieurs années pour aboutir. Mais si l'Angleterre refuse de négocier de manière diplomatique, la CARICOM a l'intention de porter le dossier réparation devant le tribunal international. Et l'on en vient au dossier du cyclotron. Après des mois